Paris La Défense s'est emparé de cette raison d'être. On a fait sa raison d'être de devenir le premier quartier d'affaires post-carbone à dimension mondiale. Au niveau du territoire, on a fait une étude de métabolisme urbain, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, on veut savoir ce qu'on a en stock comme matière, ce qui circule sur le territoire pour essayer de commencer à se dire qu'est-ce qu'on pourrait réemployer, où est-ce qu'il y a des gisements, etc. Sur la décarbonation du territoire, on n'y arrivera pas seul, ça c'est sûr. On a mis en place plusieurs initiatives, comme une charte d'engagement par exemple, qui engage les entreprises signataires à décarboner l'activité, à sensibiliser leurs salariés au changement climatique, etc. Enfin, ils ont plusieurs engagements à suivre. On a quand même un devoir de rapport extra-financier ou en tout cas de comptabilité extra-financière sur la partie climat et biodiversité qui va arriver, je crois que c'est en 2026. Nous, en tant que consommateurs ou les financiers, en tout cas, ça va nous permettre de savoir où en est l'entreprise. Ça évitera certainement pas mal de greenwashing. Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'IF. Le podcast de l'IF a vocation à mettre en contact et créer un espace d'échange entre les responsables RSE de différents groupes pour échanger des perspectives, des stratégies et des expériences pour tous ceux qui travaillent dans la RSE ou s'y intéressent de près. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laetitia Boucher, qui est responsable du développement durable et de la RSE dans le groupe Paris La Défense. Pour la première fois depuis le lancement de ce podcast, nous n'allons pas affaire à une entreprise, mais à un territoire. Paris La Défense est un gestionnaire et aménageur du territoire du plus grand centre d'affaires européen. Laetitia coordonne des projets de réduction des émissions carbone et stratégie climat pour rendre ce territoire plus durable. Bonjour Laetitia. Bonjour, Laetitia aussi. Alors, tout d'abord, je voudrais vous poser des questions sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager aujourd'hui ? En fait, c'est une prise de conscience au fil de l'eau. Je pense qu'il y a eu beaucoup de l'éducation, des petits gestes transmis par mes parents, notamment, d'éteindre la lumière, couper l'eau, etc. Aussi la manière de manger, toujours sain, aller au marché, essayer vraiment de prendre conscience du vivant, de comment on vit avec, etc. Donc, je crois qu'il y a eu vraiment toute cette partie-là. Et au fur et à mesure... dans ma vie personnelle, plus ça a été, plus j'avais conscience de l'empreinte qu'on pouvait avoir. Et j'ai continué à travailler sur la réduction de ma propre empreinte. Et puis, il y a eu un moment, en fait, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire plus. C'est au moment où j'ai embauché... j'étais déjà chez Interface, qui est un exemple, en fait, en termes de développement durable, en tout cas en termes d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle je les ai rejoints. C'est que j'avais envie de travailler pour quelqu'un qui faisait du bien à l'environnement. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie d'en faire plus et en fait, j'avais envie d'en faire mon métier. Et il se trouve qu'on avait un programme ambassadeur avec plusieurs niveaux d'expertise. Et le deuxième niveau était avec l'Université de Cambridge. C'était un e-learning, un module d'e-learning. Et là, ça m'a vraiment ouvert le champ des possibles. J'ai vu la big picture, c'est le cas de le dire. Et je me suis rendu compte que la solution était très, très complexe. Et vraiment, ça m'intéressait pour la simple bonne raison, c'est que moi, à titre personnel, j'aime bien les casse-têtes. Donc là, j'ai vraiment un énorme casse-tête devant moi. Et ce qui est impressionnant, en fait, c'est quand on bouge un caillou ici, ça peut faire un tsunami à l'autre bout. Donc c'est vraiment toujours une histoire de juste équilibre. Et c'était ça qui m'intéressait. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est une trend assez récente d'avoir... tout cet engouement autour de l'ESG, alors que quand on y pense, nos parents, nos grands-parents, ils commençaient déjà à recycler. Moi, mes grands-parents, ils avaient déjà leur compost, etc. Et vous avez dit sur une interview une anecdote assez personnelle sur les vêtements que vous héritiez de votre cousine. Et donc, sur le moment, ça vous frustrait que vous n'ayez pas vos vêtements neufs à vous-même, mais au final, ça a été une des premières étapes de cette conscience écologique. Oui, exactement. Oui, en fait, quand on y pense aujourd'hui, c'est juste du bon sens. À l'époque, je pense que c'était les habits coûtaient cher de toute manière. Donc, on s'était repassé entre frères et sœurs, mais aussi entre cousins. Donc, ça restait dans la famille. Et aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de la seconde main, du réemploi, etc., alors que c'était quelque chose qu'on faisait naturellement avant. Super. Et alors maintenant, Paris La Défense, oui. Énorme enjeu territorial, d'aménagement aussi. Vous avez des objectifs ambitieux, donc par exemple de diviser par 2 les émissions de CO2 du territoire.
Concrètement, c'est quoi la défense post-carbone? C'est quoi comment ça influe la stratégie du quartier et qu'est-ce que vous mettez en place? Ouais. Je pense que pour bien comprendre, faut peut-être définir ce qu'est le post-carbone, parce qu'en fait, c'est un concept qui est assez complexe. L'ADEME et le ministère de la Transition écologique l'ont défini. Ils ont mené une étude de 3 ans pour savoir comment définir ce qu'était une ville post-carbone. Le concept a été importé des États-Unis, pour la petite histoire. Et du coup, ça a donné lieu à un rapport qui s'appelle « Repenser les villes dans un monde post-carbone ». Et en résumé, c'est comment permettre aux citoyens d'être beaucoup plus résilients face aux événements climatiques, avoir une plus grande équité sociale et en même temps être plus résistant face aux chocs économiques et énergétiques. On voit bien ce que ça donne en ce moment d'ailleurs. Et du coup, ça tourne autour de 4 axes. Donc, le facteur 4, divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Sortir des énergies fossiles et être autonome en termes d'énergie. L'adaptation au changement climatique. Et ensuite, le dernier pilier qui rejoint les 3 autres, être sur un territoire durable. Et là, on est à la fois sur améliorer son impact environnemental, mais en même temps améliorer tout ce qui est impact social et environnemental. Donc ça va jusqu'à la gouvernance, trouver des nouveaux modes de gouvernance sur un territoire. Et du coup, Paris La Défense s'est emparé de cette raison d'être. Enfin, on a fait sa raison d'être, de devenir le premier quartier d'affaires post-carbone à dimension mondiale. En 2021, on s'est fait accompagner par le cabinet Utopie, sur ce sujet-là. Et en même temps que la prise de décision d'avoir cette raison d'être, on a décidé de mener 10 actions qui permettaient de mettre une première amorce au changement vers de la durabilité au niveau de l'établissement. Et alors, il y a 10 actions, mais il y a 11 indicateurs de performance. Oui. Quels sont ces indicateurs de performance? Comment vous les mesurez? Lesquels sont plus complexes que d'autres, par exemple? En fait, les indicateurs de performance, on les a mis en place justement parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément d'harmonisation des pratiques. Et en fait, il y avait des choses qui étaient déjà très bien faites. Donc, la stratégie, en tout cas environnementale de Paris La Défense, ça nous a permis de structurer, de recadrer, d'avoir une vision plus loin. Là, on vient de la recadrer cette année. De prendre en considération des sujets qu'on avait oubliés, tels que l'adaptation, qui est quand même un grand volet, mais on n'est pas les seuls. On est tous en train de se rendre compte que c'est un peu l'angle mort du développement durable. Et du coup, on a aussi ajouté toute la partie sociale et inclusion qui n'était pas au tout début. Et du coup, les indicateurs de performance durable, c'était vraiment une nécessité de pouvoir mesurer notre progrès vers le post-carbone, vers toute cette stratégie, comment est-ce qu'on la déroule et la feuille de route. Et aussi, c'était une manière d'harmoniser les pratiques. Par exemple, sur les bilans carbone, dans les projets d'espace public, d'aménagement d'espace public, je n'avais pas le même périmètre. Il y en avait qui considéraient le cycle de vie sur 30 ans, d'autres sur 50. Aligner un peu les... Exactement, les pratiques. Et en termes d'indicateurs, c'était aussi une manière puisqu'on a plusieurs maîtrises d'œuvre en fait, qui interviennent sur nos territoires, c'était aussi une manière d'imposer certaines choses et de pouvoir avoir des chiffres sur lesquels on allait pouvoir comparer, tout simplement, améliorer notre trajectoire si jamais il y avait une dérive, et ensuite, à terme, communiquer en interne et en externe sur nos progrès vers le post-carbone. Ok. Et alors, du coup, le suspense est à son comble. C'est quoi les 11 indicateurs? Parce que beaucoup de nos auditeurs aimeraient bien... reproduire ça même à l'échelle de leur entreprise. Donc, toujours important de mesurer, mais il y a des choses où on trouve ça difficile. Donc, les 11 indicateurs, c'est quoi? Alors, il y a la performance énergétique de nos espaces publics, donc comment les améliorer. La performance en eau, alors on sait très bien que si on végétalise de plus en plus, on ne va pas réduire nos consommations, forcément, d'eau, mais par contre, comment mieux consommer? Avoir des matériaux plus performants pour arroser, mettre des sondes hygrométriques, des choses comme ça. Ensuite, toute la partie carbone, c'est ce que je vous disais. Donc, imposer une méthodologie carbone pour le calcul du bilan carbone de chaque projet sur lesquels on va travailler, et en même temps, le bilan carbone des produits qu'on va avoir sur ces projets-là, ce qui vont nous permettre d'orienter les choix. Toute la partie circularité, donc est-ce qu'on arrive à faire du réemploi? Comment est-ce que le projet en lui-même est circulaire? Est-ce qu'on ne va pas créer des irréversibilités? Par exemple, avec la dalle de la Défense, c'est une énorme irréversibilité. Aujourd'hui, on ne peut pas la détruire parce que ce serait encore pire.
Donc, il faut faire avec l'existant, mais par contre, penser le futur et pas recommencer à générer ça. Donc, vraiment, est-ce qu'en fin de vie, pour un projet, est-ce qu'on va réussir à le réutiliser autrement ou le réemployer autrement ? On a ajouté la dimension plastique, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, voilà, qui n'a pas été très facile à définir parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément de référentiel. Donc, on l'a créé nous-mêmes. Biodiversité, bien entendu. Toutes les notions de bien-être et santé, en fait, donc les co-bénéfices que vont générer la création de nos espaces publics. En termes de santé, en termes de ressenti, donc aussi bien visuel qu'acoustique. Et ça, c'est pour tous les gens qui sont à la Défense. Pour nos usagers, exactement. Après, il y a toute la partie sociale, donc la sécurité, les accès PMR. Donc tout ça, on voudrait mesurer aussi tout ce qui est inclusion, équité, et aussi voir si nos aménagements, ils vont permettre de générer du lien social. Et comment vous mesurez le lien social ? Ça va être... je ne sais pas encore, ça va être des choses qui vont être plus complexes à mesurer. Pour l'instant, on est vraiment dans cette construction. C'est ça, c'est qu'il y a les idées, mais il y a des choses qu'on s'imagine, mais c'est difficile de mesurer parfois certains de ces éléments. Je pense qu'on va le faire avec des micro-trottoirs, tout simplement, sondages. Et aussi, on peut savoir s'il y a des personnes qui vont stagner plus longtemps grâce au portable. Il y a une application qui permet de savoir le temps où les personnes restent. Alors, c'est bien sûr, c'est anonymisé, mais ça permet de savoir. Donc, savoir si le temps sur le place ou s'ils essaient de partir le plus vite possible. Exactement. Savoir si avant c'était un lieu de passage, si aujourd'hui on a réussi à faire en sorte qu'il reste. Faire vivre la Défense. Exactement. Ok. Il en reste encore un. Ouais. Alors qu'est-ce qui me manque ? La co-construction, qui fait partie du post-carbone, comme je vous disais. C'est vraiment des changements de gouvernance. Donc, comment est-ce qu'on co-construit avec l'ensemble des parties prenantes nos projets ? Donc ça passe d'interroger les usagers, notre maîtrise d'œuvre, les personnes qui vont, enfin les prestataires, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble. Donc ça aussi, on va essayer de le mesurer. Et je pense qu'il en manque un autre, c'était l'adaptation. Idem, on va essayer de noter ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notre maîtrise d'œuvre, mais comme l'ensemble des parties prenantes, moi je m'inclus dedans, on ne sait pas ce que va devenir demain. Souvent, on se base sur un climat qui n'existe déjà plus. Et on est en train de construire des choses pour dans 10, 15, 20 ans, enfin même les 50 années à venir. Et elles sont déjà plus adaptées à ce qui va nous arriver. Donc, il y a aussi ça, comment on peut mesurer ça et faire en sorte que ce soit bien adapté et qu'on ait un territoire résilient et durable. Super. Alors, il y en a plusieurs sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais d'abord, je voudrais commencer par la mesure carbone. Il y a une particularité quand même chez Paris La Défense, c'est que vous devez faire 2 bilans carbone. Le bilan carbone de l'établissement et le bilan carbone du territoire. C'est quoi les différences entre les deux et qu'est-ce que ça implique un peu d'avoir 2 fois plus de travail que les autres responsables ESG ? En fait, alors, le bilan carbone territorial, il va regarder ce qu'on émet sur les territoires dans son ensemble. Donc, on va regarder les transports, que ce soit transport des personnes, mais aussi des marchandises, donc le fret. On va regarder la partie alimentation, la partie construction, la partie dépenses énergétiques, donc de tous les bâtiments qui se trouvent sur le territoire, et la partie déchets. Je pense qu'il ne m'en manque pas. Donc, ça va vraiment être cet ensemble-là. Ok. En tout cas, en termes d'action, on a plus un rôle d'influenceur sur certains... C'est très service public. Oui, tout à fait. Et du coup, notamment par exemple, sur les consommations énergétiques dans les bâtiments, on n'est pas propriétaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour toucher les utilisateurs, etc. L'alimentation, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une alimentation moins carbonée, moins carnée, etc. Comment est-ce qu'on influence les gens ? Est-ce que vous avez un impact, par exemple, sur le type de restaurants qui sont à La Défense ? Pour l'instant, non. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, en tout cas, il y a une association qui a été créée par des entreprises qui sont sur le territoire, qui s'appelle La Défense des Aliments. Il y a 22 adhérents aujourd'hui et ça concerne 21 restaurants d'entreprises. Et l'idée, c'était de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça a été créé en 2019. Et là, aujourd'hui, on a réussi à diviser de moitié le gaspillage alimentaire, donc ce qui est énorme quand même, sur les plateaux repas tous les midis. Donc ça, c'est sur les cantines, mais pas forcément les restaurants, parce que j'imagine qu'il y a un peu, il doit y avoir moitié-moitié à peu près. Oui, je ne me rends pas compte, mais oui, j'imagine. Parce que, et vous avez un impact sur
ce que font les entreprises dans leur sein et en même temps les restaurants qui sont à la Défense? Un impact dans quel sens? Si on peut influencer... Oui, c'est ça, d'influence. Alors, on essaye d'avoir une influence, effectivement. À partir du moment où on n'a pas de liens commerciaux ou de liens directs, c'est assez difficile, mais toujours est-il qu'on a effectivement une action de sensibilisation et de faire en sorte que les habitudes changent, en fait. Et alors, justement, il doit y avoir un scope 3 assez important. Qu'est-ce qui représente le scope 3 dans ces 2 bilans carbone et comment vous avez une influence et en tout cas, comment vous pouvez impacter un petit peu et réduire les émissions du scope 3 à ce niveau-là? Le scope 3 va être beaucoup plus facile à réduire sur nos actions à nous, donc le second bilan carbone qui est celui de l'établissement, pour le coup, comme une entreprise classique. On va calculer notre bilan carbone, nos activités, donc émissions directes et indirectes. Forcément, le scope 3 est très important. En l'occurrence, nous, c'est notre activité d'aménageur et de gestionnaire du quartier d'affaires. Et du coup, là, en tout cas sur la décarbonation, les indicateurs de performance vont en faire partie, ce dont on vient de parler. Bien entendu, on va considérer l'achat de matières premières, comment est-ce qu'on va pouvoir les réduire, la circularité à nouveau avec l'importance du réemploi. En tout cas, les plus gros impacts sont ceux-là, et ensuite avoir une politique d'achat responsable. Donc là, on a des influences qui sont plus évidentes, même si on est soumis à la commande publique. Donc c'est une complexité en plus par rapport à une entreprise privée, c'est qu'on ne peut pas choisir et imposer des choses. On est obligé d'ouvrir à l'ensemble, le marché à l'ensemble des potentiels répondants. Et du coup, il faut qu'on mette des clauses de carbone. Oui, de carbone ou environnementale ou sociale qui vont nous permettre d'affiner et d'avoir des réponses plus orientées vers les choix. Okay. Et ça fait plusieurs fois que vous parlez de l'économie circulaire, qui est une partie intégrante de votre stratégie. Comment vous faites pour réduire l'impact de Paris La Défense au niveau de l'économie circulaire? Alors là, c'est pareil, c'est à 2 niveaux. On travaille à la fois sur le niveau territorial. Donc, au niveau du territoire, on a fait une étude de métabolisme urbain, c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, on veut savoir ce qu'on a en stock comme matière, ce qui circule sur le territoire, pour essayer de commencer à se dire qu'est-ce qu'on pourrait en réemployer, où est-ce qu'il y a des gisements, etc. Donc on a eu ce premier bilan, ce qui en est ressorti, c'est classique, béton, terre excavée, verre, et puis ensuite pas mal de matériaux de second œuvre, je ne vous cite pas forcément tout. Toujours est-il qu'on travaille à 2 niveaux, donc au niveau du territoire sur les matériaux de second œuvre, entre autres, mais pas que, en tout cas ce qui rentre dans les bâtiments, on a un partenariat avec le Booster du réemploi qui va permettre de faire émerger et massifier une demande et une offre pour pouvoir faire fonctionner l'économie circulaire sur le territoire. En même temps, on est en train de discuter avec Saint-Gobain, parce qu'on a énormément de verre à La Défense. Et Saint-Gobain va, dans quelques années, avoir de moins en moins de ressources, de moins en moins de matières premières. Donc pour eux, c'est un enjeu vraiment crucial et de survie, quelque part, en tout cas dans les années à venir, parce qu'ils vont pouvoir récupérer cette matière première pour recycler intégralement le verre. Donc là, on est recycler chez vous? Non, ce ne sera pas recyclé chez nous, mais toujours est-il qu'on est en train de réfléchir à comment mettre en place une manière de récupérer le verre. L'idée, c'est de faire des chantiers mobiles au pied de la tour qui va être rénovée, par exemple. Le verre sera cassé directement, enfin trié d'abord, puis cassé directement sur place, vraiment au pied de l'immeuble, et ensuite il sera acheminé dans les usines Saint-Gobain pour un recyclage. Et aujourd'hui, Saint-Gobain sont les seuls à savoir recycler à 100%. Le verre. À 100%, verre plat, je précise. Super. Et après, au niveau de l'établissement, pareil, on a les mêmes enjeux. Donc, pour diminuer l'empreinte carbone, on est en train de mettre en place sur nos aménagements d'espace public une manière de récupérer, en tout cas de réemployer au maximum le mobilier urbain ou les matériaux qui vont se trouver sur le projet sur lequel on est en train de travailler et de les réemployer sur site, parce que c'est ce qui est le moins impactant. Si on peut pas on n'a pas de solution pour le réemployer sur site, on va essayer de le réemployer ailleurs sur le territoire. Aujourd'hui, on travaille sous fichier Excel avec des petites photos, etc. Et en gros, je le fais tourner dans l'entreprise en disant qui veut quoi. Et s'il n'y a pas de preneur, ensuite, on va le mettre sur une plateforme de matériaux de seconde main pour le revendre. OK. Et alors, il y a une autre composante que vous avez mentionnée dans les indicateurs, c'est l'adaptation au risque climatique. Vous, c'est quoi les menaces qui pèsent sur Paris La Défense et comment on rend un territoire résilient ?
Alors, les menaces, on a les mêmes que la plupart des territoires. On est entouré de la Seine, donc inondation et ruissellement, bien entendu, puisqu'on a des pluies qui sont de plus en plus abondantes sur un très court laps de temps. On est ultra minéralisé, forcément, vu la densité du territoire. Donc, on a ce risque-là. Forcément, les îlots de chaleur, comme toutes les collectivités aujourd'hui, malheureusement, en France. Les vents violents, qui sont, nous, amplifiés par le fait qu'on ait des grandes verticales et des grandes horizontales. Et du coup, le vent s'engouffre et ça peut générer des phénomènes aéroliques. Donc, amplifier les vents. Et après, des menaces qui sont moins prévisibles, comme la grêle, comme tout le monde, et les orages très violents. On sait que ça va arriver, mais là, on ne sait pas modéliser ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on essaye d'anticiper. Du coup, on s'est doté d'un outil, parce que très rapidement, on s'est rendu compte, en faisant ce bilan, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas dire où ça allait nous arriver et à quel endroit et dans quelle proportion. Du coup, on s'est doté d'un outil de simulation des risques à venir, sur les 20 prochaines années, qui arrive de manière assez fine, en fait, quartier par quartier. On sait à peu près ce qui va nous arriver. Donc, on en est là, en tout cas, sur la partie adaptation. Et après, on va y avoir tout un travail de cartographie, donc des sites exposés, bien entendu, des acteurs concernés, des populations vulnérables ou exposées, telles que les travailleurs, dans la construction, par exemple. Quand il fait très chaud, comment est-ce qu'on va adapter les manières de travailler ? Il faut aussi qu'on regarde les réponses existantes, ce qu'on fait déjà bien. Les espaces refuges aussi, quand il fait chaud, ouvrir des endroits pour pouvoir prendre la fraîcheur, par exemple. Et ensuite, il va y avoir forcément des aménagements et des investissements à faire pour adapter nos infrastructures pour qu'elles soient beaucoup plus résilientes ensuite en cas de phénomènes climatiques extrêmes. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, il y a un gros enjeu d'embarquer les gens, d'embarquer à la fois les entreprises et les personnes qui passent par la défense. Et là-dessus, vous avez dit, c'est l'action collective qui me stimule le plus dans mon travail, cette sensation de contribuer à un effort commun. Et il y a plusieurs initiatives que vous avez mis en place dans ce sens, comme les Green Teams ou le concours Cube. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment on fédère tous ces gens qui sont sur un même territoire, toutes ces entreprises qui travaillent ensemble mais qui ont d'autres objectifs pour un avenir plus durable ? Effectivement, donc le collectif, on ne peut pas y arriver tout seul, on le sait très bien, et notamment sur la décarbonation du territoire, on n'y arrivera pas seul, ça c'est sûr. On a mis en place plusieurs initiatives, comme une charte d'engagement, par exemple, qui engage les entreprises signataires à décarboner l'activité, à sensibiliser leurs salariés au changement climatique, etc. Enfin, ils ont plusieurs engagements à suivre. Et pourquoi ils le signent ? C'est pas obligatoire. Quelle influence vous avez là-dessus pour les c'est vraiment eux qui ont envie de nous aider aussi à rendre ce territoire plus durable. Il y a quand même une démarche volontaire, les entreprises ne sont pas trop réticentes Non, je pense qu'on est tous dans le même bateau et je pense qu'on en a tous conscience quand même. Donc il y a cette initiative-là, il y a le concours Cube, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est un concours des économies d'énergie. Là, c'est pareil, c'est un effet d'émulation. C'est un concours inter-entreprise où, en gros, il faut que vous trouviez tous les moyens pour réduire les consommations énergétiques dans vos bureaux. Et le meilleur gagne. En gros, on est sur le podium, on est très content. Oui, non, mais après, ça marche toujours, un peu ces initiatives challengeantes. Comme nous, on a des concours qui arrivera à être végétarien le plus longtemps, des trucs comme ça. Donc c'est toujours un peu cette émulation autour d'un sujet qui peut faire avancer. Exactement, oui. Et d'autres choses sur le... On a mis aussi en place PLD Canby, en fait, Paris La Défense, Canby, qui se réfère au référentiel Bicorp. Donc, les entreprises, pareil, peuvent adhérer à ce programme-là. Ils vont à la fois faire une évaluation de là où est-ce qu'ils en sont, et en même temps, à nouveau, ça va être une action collective où ils vont nous aider, trouver des solutions pour nous aider à décarboner ensemble sur le territoire à nouveau, ou en tout cas améliorer notre impact environnemental, parce qu'il n'y a pas que le carbone. Et ensuite, effectivement, sur l'engagement des parties prenantes en interne et même celles externes, par exemple la maîtrise d'œuvre, avec lesquels on travaille, ce qui était très intéressant, en tout cas quand on a mis en place les indicateurs et qu'on commence à les présenter. La réception est assez intéressante. Souvent, ils ont peur qu'on leur mette des objectifs et que ce soit inatteignable. Donc au départ, ils ont un peu une réflexion de marche arrière. Et puis finalement, on leur dit non, mais en fait,
On a envie de se challenger, on a envie que vous soyez avec nous. Et du coup, ça devient un défi à nouveau. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et on les embarque comme ça. Et ensuite, en interne, effectivement, j'ai 2 Green Teams. Ce sont des volontaires, des personnes volontaires qui travaillent pour une sur la biodiversité, pour l'autre raison d'être et donc, objectif de développement durable. Et donc ça, en interne, vous avez sur la base du volontariat, donc c'est des personnes qui ont un autre travail à côté. Oui. Et ça marche bien le volontariat chez Paris La Défense ? Il y en a qui donnent de leur temps. On est à peu près une petite dizaine, en gros, sur les 2 Green Teams. Et du coup, l'idée, c'est donc sur la partie raison d'être et objectif de développement durable, c'était vraiment de faire un diagnostic des bonnes pratiques qui étaient déjà en place avant la mise en place du service développement durable et de la raison d'être, parce qu'il y avait déjà plein de choses qui étaient faites. Et l'idée, c'était de se servir des objectifs de développement durable qui, avec les cibles, nous ont beaucoup aidé à se remémorer ce qui était fait, ou ce qui avait été fait, ou ce qui va être mis en place. Donc ça, c'était assez intéressant et ça va devenir un livrable dont on va se servir pour faire un rapport de durabilité par la suite sur le territoire. Et la partie de biodiversité, en fait, on fait découvrir les parcs et jardins de Paris La Défense, parce que souvent on a l'impression que c'est ultra minéral, mais il y a pas mal de verdure en fait. Moi-même, j'en ai encore découvert il n'y a pas très longtemps. Et donc on organise, en tout cas en interne pour l'instant. Il y a des visites aussi parfois en externe, enfin pour les usagers externes, mais c'est plus dirigé vers des entreprises pour le moment. Enfin, on ne propose pas grand public, c'est plus quand les entreprises viennent nous demander. Et du coup, là, on s'est dit qu'on allait en faire 2 par an, des visites des parcs et jardins avec des thématiques. Voilà. Ok, super. Bel engagement à la fois interne et externe. Ouais. C'est quand même un enjeu principal dans toute démarche RSE, et c'est ce qu'on voit avec beaucoup d'invités du podcast, c'est comment engager les autres et les engager dans cette démarche. Ma dernière question, c'est peut-être sur la CSRD. Alors, vous y êtes peut-être pas soumis. J'aimerais bien savoir un petit peu quel est l'équivalent et avoir plus de détails sur comment ça se passe pour les institutions publiques. Donc voilà, la CSRD, ça fait peur à tout le monde. C'est cette nouvelle directive européenne qui va forcer les entreprises à être plus transparentes sur beaucoup de critères ESG qui leur sont matériels. Beaucoup en parlent comme d'un tsunami administratif qui est beaucoup trop complexe pour les PME. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une mauvaise chose ou qui est trop bureaucratique, ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui est encourageant ? Voilà, c'est beaucoup de questions en une. Je vais déjà commencer par, effectivement, nous en tant qu'établissement public, on n'est pas soumis à la CSRD. On a quand même un devoir de rapport extra-financier, ou en tout cas de comptabilité extra-financière sur la partie climat et biodiversité qui va arriver. Je crois que c'est en 2026. Je pense que c'est assez simplifié par rapport effectivement à la CSRD pour les entreprises. Et après, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est très complexe. En même temps, je trouve ça intéressant. Bon, vous avez compris, j'aime bien la complexité, donc c'est pour ça. C'est vrai que c'est complexe. Effectivement, pour les PME, ça va être encore plus complexe parce qu'elles n'auront pas forcément les moyens humains, j'entends, pour pouvoir faire ce bilan. Après, j'imagine que là, pour l'instant, c'est les entreprises du CAC 40 qui étaient déjà soumises à la DPEF, en fait. Donc, ils faisaient déjà l'exercice. J'imagine qu'on va peut-être simplifier au fur et à mesure. Peut-être qu'on va se rendre compte de ça. Moi, je trouve que c'est important parce que ça donne justement un cadre et ça fait prendre conscience de certaines choses. Enfin, j'espère, en tout cas. Mais ça va obliger... Nous, en tant que consommateurs ou les financiers, en tout cas, ça va nous permettre de savoir où en est l'entreprise. Ça évitera certainement pas mal de greenwashing. En tout cas, on aura l'information, on saura où aller la chercher. Aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir, ou alors il faut vraiment connaître la marque, mais il faudrait qu'on fasse ça limite pour chaque chose, chaque achat qu'on peut faire en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Et c'est assez complexe, en fait. Oui. Du coup, je pense que ça va aussi clarifier ça. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Après, effectivement, ça a l'air complexe. J'entends pas mal mes pairs le dire. Oui, mais c'est vrai que la complexité s'adapte à la taille de l'entreprise. Par exemple, les entreprises du CAC 40, il y a beaucoup plus de choses qui sont matérielles. On peut imaginer, sur les PME, il y a aussi des choses qui sont moins matérielles et donc forcément qui réduisent les obligations de reporting. Donc, on essaie de s'adapter aussi. Merci beaucoup, Laetitia. Là-dessus, nous, ce qu'on a l'habitude de faire à la fin de ces podcasts, c'est de poser des questions plus personnelles et légères, mais toujours en lien avec votre engagement. Donc, questions courtes, réponses courtes. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui vous a inspiré récemment ?
Récemment, plus un livre, effectivement. En fait, c'est l'actualisation du rapport de Rome qui s'appelle La Terre pour tous. Terre pour tous. Je me souviens plus. Enfin, j'ai le titre en anglais, du coup. On peut le dire en anglais. Earth for All. Voilà. Et du coup, qui explique les deux scénarios, si on continue comme ça, et si on fait un scénario pas de géant. Ce que j'aime bien, c'est qu'en gros, ils disent que c'est pas trop tard, qu'on a pas mal de solutions encore à décliner. Donc, je trouve que c'est assez agréable de se dire qu'il y a encore ça. Donc, ouais, si j'ai un conseil, ce serait celui-là, en tout cas. Super. Et demain, en un mot. Espoir. Espoir, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a une musique qui vous fait, qui symbolise pour vous cet espoir? Oui, en fait, avec les 101 mots de la RSE, donc un livre qui vient tout juste de sortir et qui a été initié par le C3D sur la définition en 101 mots avec 101 co-auteurs. On a, en même temps que le lancement, on a lancé une chanson qui s'appelle Le Bon Sens. Donc, elle définit bien l'espoir. Je l'ai écoutée en arrivant et je trouve qu'elle donne bien la patate. Elle vient tout juste de sortir. C'est Stéphane Gabet qui a été le co-auteur, enfin, qui a écrit cette chanson à partir des 101 mots, justement, qu'il y a dans le livre. Donc, à écouter. À écouter, super intéressant. Et si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous pouviez revenir dans le passé et changer un événement qui a eu un mauvais impact pour la planète, qu'est-ce que ce serait? Je pense que plus qu'un événement, c'est en fait, si ce serait remonter dans les années 90 et dire faites comme Ray Anderson, le fondateur d'Interface, prenez conscience de ce qui va se passer et prenez les engagements qu'il a pris. En gros, d'ici 2020, plus avoir d'impact sur l'environnement, est ce qui a conditionné toute l'innovation chez Interface. Et en fait, je crois que toutes les entreprises auraient fait la même chose que lui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Commencer plus tôt. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une citation inspirante que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Justement, sur l'espoir, Greta Thunberg, quand elle avait fait son speech sur le blablabla, alors j'espère que je ne vais pas vous l'écorcher, mais elle dit l'espoir n'est pas passif, l'espoir, c'est pas du blablabla, l'espoir, c'est la vérité, et l'espoir, c'est l'action. Donc, je pense que c'est exactement ça, en fait. Avec l'espoir, on a vraiment d'action. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un de mes bouquins aussi que j'aime beaucoup et que je recommande et que j'offre volontiers, c'est le livre de l'espoir de Jane Goodall, qui est absolument magnifique. Voilà, et qui ne fait pas perdre espoir. Je pense qu'on en a vraiment besoin en tant que responsable développement durable. Donc en fait, tous ces influenceurs du climat, c'est quand même très sur l'espoir et sur c'est possible de faire quelque chose, il faut agir quand même. Oui, sinon, si on n'avait pas d'espoir, je crois qu'on ne pourrait pas faire ce métier. Très bon conseil pour ceux qui veulent travailler dans la RSE et qui se demandent s'ils sont faits pour ça. Il faut avoir beaucoup de positivité. Et c'est